Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Alors il ne vous aura pas échappé que la grosse actualité de la semaine au Sénat, c'était le vote de la loi Rixain, instauration d'un quota de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes dans les entreprises d'au moins 1000 salariés. Ce sera l'occasion pour moi de recevoir la patronne d'Aliat, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement d'administrateurs, pour voir un petit peu comment les choses ont évolué au sein de la gouvernance cette année. Et puis on fera un focus particulier sur le secteur de la banque et de l'assurance et de la finance avec le réseau Financiel. En deuxième partie d'émission, on parlera de luxe de seconde main et puis un zoom sur le métier de DIRCOM que vous savez que j'apprécie beaucoup. Eh bien, on sera avec l'un des DIRCOM les plus emblématiques. Frédéric Fougera sera avec nous pour nous parler de son dernier livre. C'est Bismart, l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, je suis avec Dominique Druon. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes présidente fondatrice d'Aliat, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement d'administrateurs. Alors je voulais qu'on se parle aujourd'hui de l'actualité de la gouvernance en cette année 2021. Vous me dites, la diversité s'est accélérée en matière de gouvernance cette année. Alors peut-être qu'il faut qu'on fasse un petit pas en arrière. Déjà, si on prend par exemple il y a 10 ans, quelle était la situation ? Eh bien justement, il y a 10 ans, on a fêté en début de cette année les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. Donc on partait d'une situation de gouvernance dans les sociétés cotées, 7% de femmes au SBF 120, donc une gouvernance masculine, essentiellement financière, et donc essentiellement quelques écoles représentées et des schémas de cooptation d'administrateurs entre eux. D'accord. Des cumuls de mandats et des conseils d'administration, on va dire, plus âgés. Voilà. C'est-à-dire quelle moyenne d'âge ? Une moyenne d'âge largement supérieure à 65 ans dans les conseils d'administration il y a une dizaine d'années. D'accord. 10 ans plus tard, effectivement, la loi Copé-Zimmermann a tracé son sillon. Voilà. À l'issue des AG du printemps 2021, on a 46% de femmes dans les conseils d'administration du SBF 120. Donc, les quotas sont atteints depuis d'ailleurs quelques années, 2-3 ans au SBF 120. Et on est rentré dans un schéma de renouvellement d'hommes et de femmes. Donc un schéma équilibré où, rappelons-le, la grande majorité encore de ces sociétés ont plus d'hommes que de femmes dans leur conseil, mais au minimum 40% de femmes. Donc, un schéma équilibré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a constaté un rajeunissement des recrutements, puisque des femmes seniors qui avaient dirigé des entreprises ou qui étaient aux manettes ou visibles, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on a constaté une professionnalisation, l'appel à des cabinets, le fait de formaliser les profils recherchés, et ça s'est traduit par des recrutements de femmes puis d'hommes maintenant plus jeunes. La moyenne d'âge au SBF des recrutements était plutôt cette année des recrutements de 57 ans et on a les conseils d'administration dont la moyenne d'âge des sociétés cotées plutôt autour de 60 ans. Ce qui est un signe aussi on a quelques trentenaires, des quadras, des quinquas, des sexas. On a moins de septuagénaires et plus. D'accord. Et c'est un signe aussi, au-delà de cette diversité, de proximité avec l'exécutif et de proximité, de sensibilité par rapport aux enjeux sociétaux et de transformation de notre entreprise, donc de notre société. On a vu les profils plus numériques, digitaux. Et évidemment, il n'y avait pas de parcours avec 20 ans d'expérience dans les plateformes digitales, le SaaS, donc des nouveaux profils arrivés. Puis des risques liés à la cybersécurité, donc des profils plus peut-être technologiques, là où il y avait essentiellement des financiers et des écoles de commerce. On a commencé à voir des profils technologiques arriver. Et puis, avec la loi Pacte, en 2019, cette dimension de rééquilibrage sur la raison d'être, le rôle, le sens de l'entreprise, et donc des profils plus RSE, accéléré évidemment avec la crise Covid, où la crise a rendu palpable
pour toutes les entreprises, les enjeux climatiques, les enjeux de fragilité, d'agilité et le questionnement sur les supply chains et le rôle de l'entreprise. On va revenir sur le rôle de l'ESG, mais d'abord, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que vous m'avez dit, finalement, les choses évoluent, et ça, c'est une bonne chose. Et ce qui a beaucoup changé la donne, c'est la multiplication des IPO. Je me suis dit, mais alors, en quoi est-ce que le fait que ces sociétés start-up, scale-up entrent en bourse change le visage de la gouvernance ? Alors, dans la tête de beaucoup de dirigeants, la gouvernance s'est limitée au CAC 40 et au SBF. Oui, c'est vrai. Depuis 10 ans, le private equity, notamment, a contribué à implémenter des gouvernances et pas exclusivement financières. Oui, ils sont assez support et force d'accompagnement, en tout cas, sur ces sujets-là. Dans les PME, ETI dans lesquels ils rentrent au capital. Donc, on a tout un tissu de PME, ETI qui a été acclimaté depuis 10 ans à la gouvernance, c'est-à-dire finalement ne pas laisser un dirigeant seul. Et je crois qu'en fait, les dirigeants sont assez contents de ne plus être tout seuls. Exactement. Ils sont très contents à partir du moment où ils sont partie prenante dans la sélection des administrateurs et où ils ont un soutien sur des enjeux, qu'ils soient technologiques, internationaux, financement, transformation, marque employeur. Et j'ai envie de dire, en fait, en même temps, avec la crise qu'on a traversée, c'est d'autant plus essentiel, je pense, de ne pas être tout seul. Mais c'est absolument clé. Donc, on a tout ce tissu des private equity et puis, il reste tout ce tissu des sociétés PME plus classiques ou familiales qui, en France, sont en statut de SAS, où la loi n'impose pas de gouvernance. D'accord. Et donc, un acteur comme BPI France, par exemple, dans ses accélérateurs, promeut, encourage l'implémentation auprès des dirigeants d'une gouvernance volontaire, consultative, mais professionnalisée. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec les IPO ? C'est qu'on a une accélération cette année d'IPO. Oui, c'est vrai. Énormément d'IPO et pas de grands groupes, mais de scale-up, de sociétés qui ont été investies par des fonds et qui continuent leur accélération et en entrant en bourse, leur visibilité sur les marchés internationaux pour leur développement. Et en rentrant en bourse, que ce soit dans le secteur de la santé, on a le secteur des technos avec toute la transformation environnementale, les énergies renouvelables et ce sont et le digital, bien sûr. Ces trois secteurs drainent énormément d'IPO. Une société rentre en bourse, elle passe en SA. D'accord, donc on change le statut juridique de la société. Elle passe de SAS en SA. Et donc la gouvernance obligatoire. En SA, la gouvernance est imposée par la loi. Donc, un conseil d'administration ou un conseil de surveillance avec un directoire, avec des administrateurs. Et là, la loi, 40% du genre le moins représenté dans le conseil, s'applique. Et donc, c'est un appel d'air extraordinaire pour des femmes administratrices au service de sociétés de plus modeste et plus petite taille, dans lesquelles les femmes peuvent se sentir extrêmement légitimes, là où parfois elles pouvaient hésiter dans les conseils de grands groupes. D'accord. Ouais, je comprends. Et alors, il y a un autre truc qui a changé, je crois, au mois de septembre, c'est le code Middle Next. Alors moi, je connaissais le code AFEP-MEDEF, mais pas le code Middle Next, qui encourage la diversité au sein du Conseil des petites capitalisations. Il a été revu. Qu'est-ce qui a changé dans ce code ? Eh bien, justement, comme je disais, quand une société rentre en bourse, elle est transformée en SA, si elle était en SAS. Et 2, elle doit suivre un code de gouvernance. Il y en a 2 en France. AFEP-MEDEF, qui est assez médiatique, connu parce qu'il s'adresse aux grandes capitalisations. Donc, quand on va parler du SBF 120, toutes les sociétés du SBF 120 suivent AFEP-MEDEF. Et puis, on a un deuxième code qui a peut-être moins fait parler de lui, qui s'adresse aux plus petites capitalisations. Il s'appelle Middle Next. Et effectivement, il a été créé en 2009, juste après AFEP-MEDEF en 2008. Et il a été peu revisité, peu évolué. Il avait eu une évolution en 2016 et il vient d'évoluer pour la 2e fois seulement en septembre en faisant la promotion notamment en recommandant la création des comités ESG.
Donc c'est un code qui n'est pas contrôlant, c'est un code qui est vraiment qui encourage les sociétés à créer des comités simplement si c'est utile, et qui donc a considéré que véritablement les enjeux ESG pour les PME, ETI, elles ont un rôle à jouer. Et donc la création de ce type de comité, et par ailleurs la diversité au sein des conseils d'administration dans des profils donc moins financiers ou moins exclusivement chefs d'entreprise, pour intégrer des compétences RH, sociales, transformation, communication et environnementale. Donc véritablement mettre cet enjeu ESG en cohérence avec la loi Pacte, en amont de la réflexion stratégique sur l'impact de la société, de l'entreprise dans la société. Donc ça, c'est génial. Dominique, vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil en gouvernance et en recrutement d'administrateurs. Est-ce que toutes ces accélérations de diversité, tous ces nouveaux profils qui semblent devoir maintenant intégrer les organes de gouvernance, est-ce que ça vous impacte? Est-ce que le cahier des charges que vous donnent vos clients a changé? Est-ce que vous-même, vous avez peut-être du mal ou pas à trouver des profils? Parce que si tout le monde veut le même mouton à 5 pattes, ça devient compliqué. Alors, oui, le cahier des charges évolue. On avait un cahier des charges qui, pour les sociétés cotées, avait un prisme financier, parce que les sociétés cotées doivent avoir dans leur comité d'audit des profils financiers. Mmh. Et les femmes étaient souvent appelées sur ces compétences-là. Et donc, cette dimension ESG, elle fait partie c'est une accélération là depuis début septembre. Elle fait partie des cahiers des charges parce que justement il manque de compétences ESG dans la composition des conseils actuellement. Ouais. Il en manque. Donc c'est un peu comme les profils numériques et digitaux il y a 7-8 ans. Donc il y a des opportunités pour les hommes et pour les femmes, mais là encore, il y a beaucoup de femmes qui sont engagées dans l'ESG, dans les entreprises. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, j'imagine. Des profils financiers ou non financiers, puisqu'on voit une professionnalisation de l'ESG avec la dimension non plus, j'allais dire, périphérique, mais bien professionnalisée, objectivée, mesurée en termes d'impact, avec des feuilles de route, donc avec des mécanismes que connaissent bien les professions financières. Donc ce sont des opportunités pour les femmes experts comptables, pour les femmes commissaires aux comptes, mais tous les profils, les femmes financières, mais aussi des profils plus RH et des profils ESG. Donc oui, le cahier des charges a évolué. C'est assez intéressant parce que alors que le sujet il est latent depuis la loi Pacte, vraiment, ouais. Il est même présent depuis la loi Pacte. On voit depuis à la fois le code, post-Covid, une accélération et un prisme ESG quasiment dans tous les cahiers des charges. Et moi, j'ai eu des recrutements eu la chance d'opérer sur des recrutements pour accompagner des sociétés qui font des IPO, où le cahier des charges a évolué par rapport à ce qu'il avait pu être exprimé pendant l'été. En intégrant justement un prisme ESG pour pouvoir créer un comité ESG et y intégrer des nouvelles entrantes. Et vous arrivez à avoir un référentiel pour recruter ces personnes, pour faire leurs compétences? C'est exactement la même question que pour trouver des femmes ingénieures dans l'industrie. C'est la même question pour trouver des femmes dans la tech et dans le numérique. Il y en a, certes, pas suffisamment, et en particulier pas suffisamment dans les COMEX et à la taille, ouais. À la tête des entreprises, mais il y en a. Il y a beaucoup de femmes compétentes, elles sont juste comme toujours invisibles. Nous, notre cabinet... C'est pas moi qui l'ai dit. Nous, notre cabinet, comme on travaille en coopération avec les réseaux féminins, et on est très engagés, vous le savez, et on ne forcera jamais nos clients, simplement on leur laisse le choix, et ici, je vous rappelle cette charte en faisant appel à nous, où ils s'engagent à rencontrer au moins pour un recrutement une femme, si ce n'est pas dans leur cahier des charges, au moins une, et au moins un primo-accédant, à condition qu'ils se soient formés auprès de programmes académiques comme celui de Viviane de Beaufort, celui de l'EM Lyon ou ceux de l'IFA. Donc il y a, ou auprès de notre cabinet, on a aussi des programmes courts, avec un certificat. Donc,
qu'on garantit aux chefs d'entreprise, c'est que les personnes s'intéressent à la gouvernance, se sont formées et savent quel va être leur rôle et ce qu'on attend d'elles, et on apporte la compétence requise. Et au final, le client choisit. Si finalement il veut choisir un homme dans son cahier des charges initial, il a toute la liberté de le faire. Mais en fait, on met en évidence et on rend visible des femmes qui étaient invisibles. Et à chaque fois, là, on vient de faire mouche encore sur avec 3 recrutements pour une société qui rejoint la bourse prochainement. Très très prochainement, je ne peux pas en dire plus. Et le président a été extrêmement satisfait de la qualité des profils présentés en quelques jours. Alors, ce qui va peut-être, c'est l'actualité de la semaine, qui a peut-être encore accéléré tout ça, c'est la loi qui est passée au Sénat cette semaine. Oui. Donc, adoption d'un quota de femmes parmi les cadres dirigeants, les membres des instances dirigeantes dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Proportion d'au moins 30% de femmes en 2027, 40% en 2030. Là, maintenant, ça va être entre les mains des cabinets de chasse, par exemple. Il va falloir proposer des profils. En fait, il y a 2 sujets. Il a souvent été dit pour les anti-lois, il a souvent été dit que, OK, pour les conseils d'administration, il suffisait d'aller chercher des femmes à l'extérieur et que donc on pouvait en trouver, et que pour les COMEX, en fait, le sujet, c'est si on n'a pas de femmes à l'intérieur, on ne va pas composer son COMEX exclusivement de l'extérieur. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le sujet, il est interne et externe. Interne parce que pour promouvoir des femmes dans les instances COMEX, que dire, il faut acculturer à la diversité toute la société, parce qu'il y a des biais managériaux et avec des hommes au COMEX qui ne voient pas les biais, puisque les critères sont les mêmes de promotion pour les hommes et les femmes, mais ce sont des critères pensés par les hommes et donc qui éjectent, on le sait, les femmes entre 30 et 45 ans de leur promotion. Donc il faut acculturer, il faut changer ces critères qui permettent de la diversité. Il faut des programmes de mentoring ou de coaching pour les femmes. Donc, il y a des activités mixtes. Et puis, il faut imposer tout simplement dans les critères de haut potentiel, de sélection et de proposition quand un poste est ouvert, en interne comme en externe, qui est systématiquement un candidat homme et un candidat femme qui soit proposé. Et pour les cabinets de chasse, pour les recrutements qui sont externes, ce qu'on constate, c'est que quand on a eu des quotas pour les conseils d'administration, quand c'est externe, on sait aller en trouver. Donc souvent, les présidents me disent « Bah oui, mais moi, les cabinets de chasse m'ont proposé que des hommes. » Mais forcément, parce que les cabinets de chasse s'ils sont allés chercher à l'extérieur des personnes qui étaient déjà à des niveaux de COMEX, effectivement, il y a majoritairement des hommes. Et donc, il s'agit d'avoir le même schéma que pour les conseils d'administration. Si on s'était contenté d'aller chercher des femmes qui étaient déjà dans les conseils, il n'y en avait quasi pas. Donc c'est à l'entreprise et à l'employeur aussi de dire à un moment, je veux... C'est au CEO, aux dirigeants d'exprimer au cabinet de chasse le fait qu'il exige dans la chasse et qu'on lui présente hommes et femmes. Et les femmes, pour les cabinets de chasse, il s'agit d'aller chercher des femmes qui ont des compétences ou le potentiel, et d'évaluer ce potentiel et de faire confiance en termes de promotion pour que ces femmes puissent effectivement accéder au COMEX. Voilà, c'est les mêmes mécanismes. Et on sait que sans quota, sans quota, on ne change pas les habitudes de fonctionnement. Cooptation entre hommes pour les conseils d'administration et pour les COMEX, critères de promotion pensés par des hommes qui éjectent les femmes entre 30 et 45 ans, et cabinets de chasse qui vont souvent chercher des personnes ceinture et bretelles, qui ont déjà... qui leur ressemblent, on va dire ça comme ça. Et puis pour lesquels ils considèrent qu'il n'y a pas de risque de ne pas réussir le poste. Donc il faut changer le mindset, c'est tout. Merci beaucoup. Et la loi le permettra. Et ça, c'est extraordinaire. C'est super. Marie-Jo de Zimmermann n'a rien lâché en 10 ans. Elle a été active aux côtés de Marie-Pierre Rixain. Et c'est extraordinaire que, en 10 ans, on a démontré sur les conseils. Il aura fallu 10 ans pour que la société française puisse finalement
accepté de passer au quota et on est reparti pour 10 ans pour les COMEX. Merci beaucoup Dominique Druon, présidente fondatrice d'Aliat. Merci d'avoir été avec nous. Merci Aurélie. Et on va finalement poursuivre en quelque sorte la discussion qu'on avait juste avant, puisque je reçois Sylvine Laguillaumy-Landon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Financiel. Alors c'est coprésidente. Oui, pardon, tout à fait. Coprésidente de Financiel, fédération de réseau de promotion de la mixité du secteur de la banque, finance et assurance. Vous fêtez cette année vos 10 ans. Alors qu'est-ce qui a motivé la création de ce réseau il y a 10 ans, cette fédération de réseau? Je pense qu'en pleine actualité, on peut se référer tout de suite à la loi Copé-Zimmermann, qui a été un accélérateur, puisqu'elle a permis le quota dans les conseils d'administration. Et nos fondatrices ont très clairement légitimé le fait de se dire il y a certainement un sujet dans notre secteur, puisqu'elles le vivaient au quotidien, et elles ont souhaité marquer le pas en faisant une fédération. Donc on est bien sur un volet fédératif pour essayer de rassembler dans le secteur de la banque, l'assurance et de la finance le maximum d'acteurs qui vont pouvoir promouvoir ces mixités au sein de ces entreprises. Donc c'est vraiment ça qui les a motivés dans la synergie et dans la dynamique qu'apportait cette loi Copé-Zimmermann. Et aujourd'hui, ce secteur-là, de quelle façon est-il féminisé? Il y a beaucoup de femmes dans le secteur de la banque-assurance? Alors, c'est des injonctions contradictoires, parce que quand on regarde les chiffres, c'est très féminisé. Alors après, certains secteurs comme trading, voilà, un peu moins. Marché, un peu moins, c'est certain. Mais par contre, globalement, c'est très féminisé. C'est même plus que féminisé, puisqu'on est à 70% de femmes dans les entreprises d'assurance, par exemple. Mais là où le sujet se pose, c'est que quand on regarde après dans la hiérarchie et le positionnement des femmes dans cette hiérarchie, on n'y retrouve pas, évidemment, la même proportion. Tout à fait la même proportion. Donc on voit bien qu'il y a un sujet autour de ça. Et quand on regarde nos chiffres, même par rapport à nos 13 adhérents, on n'a qu'une femme CEO. Donc, on voit bien que dans les strates de la hiérarchie, il y a quand même, du coup, à un moment, l'effet peut-être de déperdition par rapport à ce volume et ce volet et ce vivier de femmes qui sont dans ces secteurs de la banque et de l'assurance. Et ça veut dire que les femmes ont quand même une vision positive. C'est pas au niveau du recrutement de ces métiers que le problème se pose. C'est quand on monte les échelons, il y a un plafond de verre qui, à un moment, fait barrage. Le fameux plafond de verre, alors qui répond à plein de freins. Alors, de freins sociétaux aussi et culturels. Ces freins, c'est les mentalités, les stéréotypes qui perdurent au sein de l'entreprise et qui naissent au niveau de la société, de la culture même. Donc je pense que c'est une continuité simplement de la manière dont on aborde la mixité, même au sein de la famille, au sein de l'évolution et notamment des études aussi, et du choix des études qui sont largement orientées. Et parfois, les femmes choisissent plutôt des métiers qui sont moins rémunérés ou moins avec du pouvoir, parce qu'au niveau de l'éducation et au niveau du coup même des universités et du choix d'études, il y a une sorte de pression, pas une pression, mais il y a un aspect psychologique qui reproduit des modèles et qui fait qu'on se retrouve dans la société avec la reproduction de ces modèles. Donc avec des freins légitimes de manque de confiance en soi, d'affirmation de soi des femmes pour une prise de poste. D'accord. Est-ce qu'il y a une déperdition aussi au moment de la maternité, par exemple? Est-ce que vous perdez une partie des effectifs à ce moment-là? Elles ne reviennent pas parce qu'elles se disent non, mais de toute façon... c'est un des freins. La maternité, les conséquences de la maternité sont un frein. Non pas qu'elles ne reviennent pas, mais quand elles reviennent, leur chemin de vie n'a pas été pris en compte. Et ça, dans le cadre de la fédération et des engagements qu'on porte, il y a aussi revoir ces cycles de vie et ces carrières respectives, mais aussi, par exemple, quand on fait un break professionnel, pas forcément la maternité, mais un break professionnel, du mécénat, donc des engagements sociaux, et les jeunes sont particulièrement attentifs à ces possibilités de pouvoir interagir dans la sphère sociale. Mais la maternité est un moment aussi off, entre guillemets, sur ce sujet-là. Et le choix aussi de pouvoir retravailler justement sur ses carrières et sur les choix de vie autour de ça. Qui fait qu'en effet, lorsqu'une femme annonce une maternité ou qu'elle revient de maternité, c'est qu'un processus dans un choix de vie. Et que, par exemple, lorsqu'on lui a proposé un poste, c'est vrai, peut-être avant sa maternité, elle ne le souhaitait pas parce qu'elle avait un choix personnel à conduire, mais qu'est-ce qui nous empêche de lui reposer et de reproposer le poste? Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans les carrières et dans les filières RH, on lui propose une fois, si elle la refuse une fois, c'est qu'elle n'en veut pas. Par exemple, je caricature un peu le trait. Donc, c'est toutes ces approches qu'il faut travailler au sein des entreprises pour montrer que chacun a son chemin de vie et qu'il faut le respecter et qu'on y trouve un équilibre et chacun trouve son équilibre au bon moment. Et elles sont réceptives, les entreprises avec lesquelles vous travaillez sur ces sujets-là, ou ça reste encore un peu compliqué à faire bouger?
Non, elles sont réceptives parce qu'on a la chance d'avoir des réseaux très actifs avec une énergie formidable. Donc on a un vivier, je dirais, très fort. Et d'ailleurs, l'évolution très importante qu'on a pu voir à travers ces réseaux, c'est quand ils ont été créés il y a 10 ans, ils n'étaient pas mixtes, ils sont désormais mixtes. Donc on voit qu'il y a bien... donc les hommes s'engagent à vos côtés, c'est intéressant. Tout à fait. Non, mais c'est important et qu'en fait, on s'aperçoit que c'est un sujet de mixité, c'est un sujet de gouvernance, de performance de l'entreprise. Donc au-delà du sujet simplement de genre, si on le très limitatif par rapport au sujet, on est vraiment sur un sujet de performance et de transformation de l'entreprise. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience. Après, évidemment, ça ne va jamais assez vite et certaines études montrent que si vraiment on continue sans vraiment être très incitatif, dans 150 ans, on aura peut-être une parité encore, ce qui est quand même très long en termes d'échéance. Donc on voit bien mais dans nos réseaux et par nos réseaux, on a la chance d'avoir cette énergie qui fait qu'on a pu faire bouger des lignes et qu'il y a pu y avoir des mesures qui étaient menées pour favoriser la carrière des femmes dans ces champs des entreprises, avec alors plein de programmes. C'était du mentoring, les rôles modèles sont très importants, bien entendu, dans ces schémas-là. Il y en a assez, parce qu'on a du mal à les voir quand même dans ce secteur-là. Il y en a pourtant, mais peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment identifiées. C'est vrai que moi, je réfléchissais en termes de rôle modèle. Alors évidemment, Christine Lagarde, bon, d'accord, mais c'est un peu loin quand même. C'est un peu là très très haut niveau. Je ne sais pas si on s'identifie à Christine Lagarde, c'est tellement... Si, la fédération, c'est quand même elle qui a été initiatrice avec les fondatrices et qui est sa marraine. Et elle sera là d'ailleurs pour nos 10 ans le 16 novembre. Je trouve ça particulièrement formidable d'avoir cette personne aussi engagée et un parcours exemplaire. Donc je pense qu'elle reste le modèle dans notre secteur, puisqu'elle incarne complètement et les valeurs de la banque, de l'assurance aussi, et en plus pour le côté juridique, puisque c'est une avocate. Donc voilà, ça nous renvoie, en tout cas, même pour moi par exemple, en termes de valeurs et d'engagement, quelque chose de fort. Donc il y a encore des femmes qui sont présentes, même si entre guillemets elles étaient déjà là il y a un certain temps. Peut-être que c'est au niveau de la relève que vous laissiez sous-entendre que... Mais il y en a. Il y a la patronne d'Amundi, qui doit être une des rares femmes CEO aussi. C'est vrai que sinon, comment on projette une image et on dit à la jeune génération, allez, c'est possible, quand finalement, tout reste encore un peu à faire, quoi. Effectivement, à part les deux qu'on vient de citer, j'ai du mal à en trouver d'autres. Si, on en a Marie-Claire Capobianco à la BNP. Oui, évidemment. Voilà, il y a des personnes emblématiques. Voilà, nos fondatrices, Guillaume Alblinière sur la Caisse des dépôts, Ariel de Rothschild. Oui, on a quand même des femmes emblématiques. Après, c'est vrai qu'il faut le relier ça au quotidien dans l'entreprise. Donc après, l'entreprise doit se l'approprier et doit travailler. Et ça, c'est nous qui essayons à travers les réseaux et avec la force des réseaux de promouvoir justement ces évolutions et de prendre des engagements. Et c'est pour ça qu'à l'occasion des 10 ans, on va notamment faire signer à notre SIO une charte des engagements financiers permettant de manière très pratique et très pragmatique de pouvoir engager ces mutations et ces transformations au sein de leurs entreprises, notamment par le biais, on parlait des carrières et d'accompagner les carrières, les chemins de vie, les jeunes. Parce que c'est le sujet aussi, c'est-à-dire comment y intégrer dans ces sujets de mixité la jeune génération. C'est pour ça que notamment aussi à l'occasion des 10 ans, on a conduit une étude qu'on présentera sur justement quelle est la conscience de ces jeunes autour de ces sujets, parce que c'est important de les embarquer et quelle est leur perception pour les accompagner au mieux dans cette transformation et cette évolution, sachant qu'ils sont, je pense, en tout cas cette génération est très proche et très imprégnée de tout ce qui est équité. Et tout ce qui est égalité, donc ça leur parle. Par contre, comment matérialiser ça dans une carrière et dans un flux, je dirais, quotidien, qui est leur vie professionnelle. Donc tout ça est important. Et dans les entreprises, on sollicite par des mentorings, par des rôles modèles, de pouvoir faire émerger justement ces modèles et qui permettront d'accompagner à un moment donné les carrières dans nos entreprises. Vous avez commencé en parlant de la loi Copé-Zimmermann. On peut finir sur la loi RIC5 qui a été votée au Sénat cette semaine. Il y a un L'accélération sociale va être importante. Sans quota, on n'arrive à rien ou... c'est le grand sujet. Moi, j'étais vraiment très contre les quotas et au final, je crois que je suis en train de changer complètement d'optique. Alors moi, je dirais qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il fonctionne. C'est ça. Je me permettrais de résumer ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des opinions, ce qui est très bien d'ailleurs, ça permet des échanges, d'être pour et contre. Mais sur le fond, concrètement, il fonctionne. C'est ça. On n'aurait pas eu cette loi Copé-Zimmermann, on n'aurait pas eu cette accélération avec 45% maintenant des femmes dans un conseil d'administration. On est parti en 2013 à 26%. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu penser, et on y a pensé à tort, que ça aurait créé une synergie, une dynamique pour que ça irradie dans toutes les strates. Le ruissellement n'a pas eu lieu, quoi.
sur un conseil d'administration, logiquement, on s'est dit, ça va décliner dans toutes les sphères dirigeantes et dans tous les centres dirigeantes. Non, en fait, le résultat n'est pas tout à fait là. Même si les COMEX ont évolué quand même entre-temps, on est autour de 26%, donc c'est quand même loin de l'atteinte de la parité. Et puis quand on redescend, alors on en parlait tout à l'heure des CEO, rien que sur notre secteur, notre réseau, on a une femme CEO. Donc on voit bien que là aussi, on est obligé d'inciter et d'y mettre sur chaque strate. Bon, on espère cette fois-ci par contre que comme on s'attaque à la strate dirigeante, donc opérationnelle de l'entreprise, ça va créer des synergies pour irradier sur le top 100, sur les CODIR, sur toutes les strates, visant aussi du coup à irradier jusqu'en bas de l'organisation. Donc on est complètement une mixité, à tous les niveaux, mais une mixité qui soit réelle, c'est-à-dire avec des indicateurs qu'on puisse mesurer, la bonne granularité en fonction du secteur. Et c'est pour ça, je pense que chaque secteur doit s'approprier, parce qu'on ne peut pas calquer des modèles. Il faut bien entendu être agile par rapport à ces schémas-là, et qu'on ne soit pas avec une déviance où en fait on se retrouvera sur, entre guillemets, une hiérarchie où en effet on aura la parité de femmes, mais pas à l'ensemble. Donc ça doit vraiment être une politique et une stratégie globale qui fait que ça devienne un ADN en fait. Et c'est ça qui est important faire passer comme message, c'est que c'est pas un quota au conseil, c'est pas un quota au COMEX, c'est se projeter sur une mixité dans un cadre de fonctionnement d'une entreprise paritaire. Merci beaucoup Sylvine Laguillaumy-Landon. Je rappelle que vous êtes la coprésidente de Financiel. Merci beaucoup. On va parler du marché de luxe d'occasion avec Ozana Orlovski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directeur général délégué de Collector Square. Alors, c'est un site de vente en ligne justement pour les produits de luxe de seconde main, horlogerie, maroquinerie, joaillerie, depuis peu aussi les objets d'art. Et vous êtes leader européen sur ce marché. Pourquoi vous avez choisi de lancer ce site et sur ces verticales-là précisément et pas par exemple sur des vêtements de luxe ? Alors, on a choisi de lancer ce site internet parce qu'on a vu avec un peu d'avance le potentiel de ce marché de la seconde main qui aujourd'hui explose, mais qui, il y a 5 ou 6 ans, était encore un peu secret. Et on a souhaité développer un modèle pour adresser vraiment le segment haut de gamme de ce marché-là, en ciblant ces 3 départements, donc maroquinerie, horlogerie, joaillerie, qui sont nos 3 départements historiques, je dirais, parce que c'est vraiment sur ces départements qu'il y a l'offre haut de gamme qui correspondait à notre modèle et à notre cible. Et c'est aussi parce que ce sont des départements sur lesquels il y a des objets qui ont un cycle de vie long. Voilà, notre modèle est vraiment fait pour adresser des objets qui ont ce cycle de vie long, qui sont peu soumis à l'usure, à la mode, à cette dimension un peu éphémère qui est plus côté mode, côté souliers, etc. Nous, on a vraiment voulu se concentrer sur des montres, des sacs, des bijoux qui ont cette dimension intemporelle, qui en font des pièces d'investissement. Il y a un côté un peu développement durable en fait dans ce que vous me dites, c'est-à-dire que ce réemploi finalement permet aussi de donner une seconde vie à ces objets qui parfois finissent au fond d'un placard et dont on ne se sert plus. Exactement, il y a une dimension très responsable dans ce marché de la seconde main et en particulier sur des pièces qui ont ce cycle de vie long parce que en effet on optimise en quelque sorte son placard, ce qu'on a et en revendant ce dont on ne se sert plus, ce qu'on n'aime plus, etc. pour acheter souvent autre chose qu'on va utiliser. Et aussi dans la démarche d'achat, puisqu'on achète un objet qui n'est pas fabriqué pour son propre usage à soi, mais qui existe et a connu une première vie, voire parfois plusieurs même avant. Alors vous le disiez, vos 3 verticales principales, ce sont donc la joaillerie, la maroquinerie et l'horlogerie. Les objets, finalement, c'est venu assez tardivement dans la construction de votre entreprise, ça date d'il y a à peu près 1 an. Pourquoi est-ce que vous avez choisi comme ça de vous diversifier finalement ? Alors on a choisi de lancer ce département art et collection pour se diversifier et créer un nouvel univers pour aller vers les objets qu'on met chez soi et élargir le champ par rapport à nos 3 autres verticales, comme vous dites, qui concernaient des objets que l'on porte. Donc cette idée était avant Covid, je dois dire,
qu'elle n'était pas du tout motivée par le fait qu'on s'est retrouvés confinés. Mais l'idée, c'était d'aller dans un univers qui avait donc d'objets très proches à la fois des montres, des sacs, des bijoux, parce qu'on est au sens large dans l'objet qui allie l'investissement et le plaisir, et dans l'objet au sens large d'accessoires, je dirais. Et en même temps, dans un champ beaucoup plus vaste où toute l'importance de la curation et de l'expertise a sa valeur, et c'est ce qui fait notre force, en fait. Et on a voulu aller encore plus loin dans la curation, la sélection de pièces, l'expertise, vers donc, ce champ qui est très très large de l'art et de la collection. Et finalement, c'est tombé à un bon moment, parce qu'on s'est tous retrouvés confinés chez soi, avec la déco d'intérieur en permanence sous les yeux. J'imagine que vous avez dû le ressentir aussi, vous? Exactement, c'est tombé à un moment où chacun, on a tous regardé ce qu'on avait autour de soi. Souvent aussi, on a eu envie de changer ce qu'on avait autour de soi. Donc c'est tombé à un moment assez opportun. Et ça a été l'occasion pour nous de mettre en lumière ce développement. Aujourd'hui, c'est encore un département qui est beaucoup plus petit que les 3 autres, mais on y croit beaucoup, et en tout cas, on le développe depuis un an fortement. Alors, on a beaucoup parlé évidemment du boom du marché d'occasion ou de seconde main, appelez-le comme vous voulez, mais et aujourd'hui, pour le luxe aussi, c'est devenu incontournable selon vous? Oui, bien sûr, c'est devenu incontournable, encore une fois, parce que dans le luxe, il y a des objets qui ont des durées de vie très longues, donc qui peuvent faire vraiment plusieurs mains, et qui sont des pièces intemporelles. Mais c'est vraiment plus accessible. La décote, elle est de combien, par exemple, en moyenne? Alors, nous, pour la plupart des objets qu'on vend, on propose des prix de vente en décote de 30 à 50% par rapport au prix du neuf. Après, la décote est variable, évidemment, en fonction de la rareté, du niveau de rareté des pièces. Et dans notre catalogue, c'est vrai qu'on a une grande partie des pièces qui sont des pièces iconiques des grandes maisons, que souvent on connaît, qu'on a déjà vu plusieurs fois, etc. Mais on a aussi des pièces qui sont des pièces plus rares, qui sont des pièces rares par leur époque, parfois très vintage, très anciennes, des pièces rares parce que édition limitée, des pièces rares parce que collector ou autre. Et là, la décote a un petit peu moins de sens, puisque le prix est fixé aussi en fonction de cette rareté. Et justement, vous parlez d'objets qui peuvent être assez anciens. Vous intervenez sur de la restauration, par exemple, aussi, ou pas du tout? Ça peut nous arriver. On intervient globalement peu sur la restauration. On ouvre évidemment les montres pour contrôle, etc. On les révise et on les répare. Ça, c'est sur l'horlogerie. Après, sur les autres départements, on intervient à minima, je dirais, pour remettre en état une pièce, parfois polir, etc. Mais de manière générale, c'est surtout à l'étape de sélection de la pièce qu'on va vraiment sélectionner des pièces en très bon état. Justement, comment vous sourcez et puis ensuite, comment vous sélectionnez? Parce qu'il y a toute la question de l'authenticité derrière. Alors, je sais que vous êtes associé avec Nicolas Orlovski, qui est le fondateur d'Arcurial. Donc, j'imagine que c'est quand même un avantage. Mais comment vous fonctionnez? Alors, toutes les pièces qu'on propose à la vente sur notre site ont été sourcées par nos équipes, expertisées par nos équipes, et aussi photographiées, décrites, etc., et mises en ligne par nos équipes. Les objets proviennent de particuliers, dans la très grande majorité, qui nous soumettent les objets qu'ils veulent vendre. Il y en a une partie qu'on prend en confié et une partie qu'on achète et qu'on revend. On a les deux modèles. Et dans tous les cas, on fait l'expertise par nos services internes. On a des spécialistes, des experts qui expertisent chaque pièce. D'accord. Et vous avez aussi, j'ai lu, un showroom, alors que vous auriez pu être une marque 100% digitale. Pourquoi vous avez fait le choix d'avoir un lieu physique ? Alors, on a eu depuis le tout début de notre activité, on a toujours eu un modèle principalement digital, mais un showroom physique comme le prolongement de notre site internet. Pour nous, c'était important d'avoir un modèle, d'avoir une mixité dans le modèle et d'avoir une présence physique pour les clients qui le souhaitent. Et c'était finalement assez simple à mettre en œuvre, justement parce que physiquement, on a les objets, physiquement, on les expertise. On n'est
pas qu'une plateforme en fait de mise en relation entre un vendeur et un acheteur. Comme de toute façon le flux physique est traité par nos équipes de façon humaine, je dirais, c'était assez simple à mettre en œuvre. Et finalement, c'est même pour les clients qui achètent, dont le flux est complètement digital, donc qui achètent en ligne sans du tout entrer en contact physique avec nous, c'est un point qui est très rassurant, je pense. Le panier moyen, c'est quoi chez vous ? Notre panier moyen, notre prix unitaire, donc par objet, est de près de 3 500 €. Et voilà, ce qui est vraiment sur Internet et sur le marché de la seconde main, un positionnement haut de gamme. Oui, j'imagine, effectivement. Vous avez une base de près de 350 000 clients, j'ai lu, et en fait, la plupart sont à la fois vendeurs et acheteurs. C'est en fait un cercle assez vertueux. Vous avez une vraie communauté, finalement. En effet, on a des clients qui sont vendeurs et acheteurs. On a aussi des clients qui sont que vendeurs, des clients qui sont que acheteurs. Et les choses changent. On a des clients qui sont que un département. On a des clients qui sont mixtes sur l'ensemble des départements. Mais ce qui est sûr, c'est que la tendance à revendre des pièces se développe énormément. Avant, c'est vraiment quand on avait besoin de revendre pour question de place, à l'occasion d'un déménagement, questions financières ou autres qu'on vendait. Aujourd'hui, c'est vraiment dans le souci qu'on évoquait tout à l'heure de rationaliser, d'optimiser et d'avoir un comportement responsable et dans son achat, dans sa revente et dans les pièces qu'on possède. Vous avez des best-sellers. Il y a des best-sellers aussi sur le marché de la seconde main ? Bien sûr, c'est assez proche des best-sellers dans des marques de luxe. Ouais. Les best-sellers, c'est pour nous vraiment les modèles iconiques des grandes maisons. Donc en horlogerie, les modèles iconiques de montres Rolex, Cartier. En joaillerie, les modèles iconiques chez Cartier, chez Van Cleef. Et en maroquinerie, on citera évidemment Hermès, Vuitton, Chanel. Et vous faites des ventes thématiques, un peu comme certaines maisons de vente peuvent le faire, par exemple certains créateurs, une semaine dédiée, ou comment est-ce que vous fonctionnez ? Exactement, on anime, on essaye de mettre en lumière régulièrement des sélections autour de thématiques, parce qu'on a un catalogue, nous, de 15 000 objets, et parfois certains clients nous disent c'est difficile de même voir les nouveautés, trouver les choses. Et c'est vrai qu'on est vraiment motivé par cette logique de volume et en quelque sorte d'industrialisation de métiers plus anciens du dépôt-vente ou plus largement du commerce. Et ces thématiques et cette animation nous permettent de mettre en avant des sélections de pièces autour d'une thématique, d'une couleur, d'une époque, d'un style ou autre. Et moi, je me posais une question pratique, en fait. Comment vous les expédiez après ? Parce que j'imagine que ça ne s'expédie pas comme une lettre à la poste, quoi. C'est des produits qui ont quand même une grande valeur. Comment vous même faites, plus simplement, parce que pendant le confinement, la Poste a eu quelques perturbations, alors que les transporteurs avec lesquels on ne travaille pas du tout. On travaille avec des transporteurs, en l'occurrence DHL, UPS pour la plupart de nos flux. Et puis après, on a nos propres systèmes d'assurance. On expédie les pièces sous 24 heures. Elles quittent nos locaux et elles sont expédiées très rapidement partout dans le monde. Et justement, vous envisagez de vous étendre à l'international, parce que vous dites on peut vous retrouver partout dans le monde ? Alors aujourd'hui, de fait, on a une activité mondiale à travers notre site internet et on expédie déjà partout dans le monde. On a une présence physique aujourd'hui concentrée sur la France, sur notre siège qui est à Paris. Et on envisage en effet, en tout cas, l'international est clairement un axe de développement dans les années à venir pour nous. On avait même des projets qui étaient très proches de la concrétisation avant le Covid et qu'on a mis un petit peu entre parenthèses en attendant de retrouver une liberté de flux plus grande. On va dans les prochains mois clairement les reprendre. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Ozana Orlovski. Merci. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directeur général délégué de Collector Square.
Et on termine cette émission avec Frédéric Fougera. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Vous publiez « La com est un métier », c'est aux éditions Brial. Alors pourquoi cette affirmation? Vous avez le sentiment que finalement la communication n'est pas assez considérée? Alors, je crois que vous me posez une question, mais vous connaissez la réponse, ouais. Parce que vous me l'avez déjà posée plusieurs fois, mais je pense que la communication, et c'est pas le seul métier dans l'entreprise, est un des métiers qui manque encore parfois un peu de considération. Donc il est utile de rappeler que c'est un métier, après d'expliquer pourquoi c'est un métier, parce que souvent les gens pensent que la communication, on peut y mettre ceux qui n'ont rien d'autre à faire ailleurs, ils n'ont qu'à faire de la com, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça en réalité. Non mais vous avez raison de le rappeler, je vous ai posé plusieurs fois la question, donc ce qui m'inquiète c'est que les choses n'évoluent pas. Les choses évoluent lentement, effectivement. Les choses évoluent pas mal grâce à la crise. La crise, je trouve, je pense que l'ensemble de mes collègues d'IRCOM ou communicants peuvent penser la même chose. La crise a renforcé la vision professionnelle des métiers de la communication. Et donc les crises qu'on vient de traverser, là, il y en a eu besoin, qui ont eu un certain nombre d'impacts sur l'ensemble des entreprises. Là, tout d'un coup, on a dit, oh là là, mais bon, ça c'est la com qui s'en occupe. Là, c'est plus nous. Avant, la com, c'était juste pour mettre du bleu ou du rouge ou faire plus gros, plus petit. Et là, tout d'un coup, quand il y a de la crise, quand c'est beaucoup plus sensible, quand il y a l'immédiateté des réseaux sociaux, quand il y a le bruit médiatique, la réputation qui est en cause, là tout d'un coup, les communicants sont considérés comme des professionnels, ce qui ne sont pas forcément toujours sur le long chemin de l'année et de la journée dans la vie de l'entreprise. Non mais... Vous dites à un moment, j'ai relevé cette phrase, vous dites « la nana de la com a un nom, moi aussi ». Ça en lit quand même long sur la vision péjorative de votre métier. Enfin, je dis aussi, le mec des réseaux sociaux a un nom, moi aussi, parce que je ne voulais pas qu'on m'accuse de sexisme. Mais non, mais c'est une réalité. Alors je ne pense pas qu'il y ait que les gens de la com qui puissent éventuellement être parfois si peu considérés. Mais d'ailleurs, c'est une de mes abonnées sur Twitter qui porte ce nom, la nana de la com, avec laquelle j'avais échangé et qui m'avait donné cette idée de parler de ce sujet sous cet angle. Mais c'est vrai que souvent, avec un petit geste un peu méprisant, elle c'est la nana de la com, ça c'est la comptable, ça c'est la DRH, ça c'est le financier, elle c'est la nana de la com, comme si c'était un sous-métier que finalement on considère tellement peu qu'on n'a même pas besoin de retenir son nom, la nana de la com ça suffira, ou le mec des réseaux sociaux. Mais justement, dont on a très besoin dès qu'il y a une petite crise sur les réseaux sociaux. Le mec des réseaux sociaux, on sait le trouver. On ne connaît pas son nom, mais on sait le trouver. Justement, vous parlez des réseaux sociaux. Est-ce que la multiplication des supports de communication, notamment grâce au digital, a donné finalement un peu à chacun dans l'entreprise le sentiment qu'il pouvait être un communicant? Alors oui, c'est le cas. Parfois avec de la réserve, et certains collaborateurs ont peur ou n'osent pas communiquer, alors qu'ils pourraient, voire ils le devraient, mais il faut les accompagner. Et à l'inverse, il ne faut pas qu'ils fassent ou qu'ils disent tout et n'importe quoi. Dans l'entreprise, il peut y avoir des sujets sensibles, il peut y avoir une position d'entreprise, on peut travailler sur des sujets qui ont une forme de confidentialité. Donc parfois, en pensant bien faire, en étant très fier de vouloir partager un projet sur lequel on travaille, finalement, on va casser de la confidentialité. Parfois, on travaille pour un client, donc on va affecter son image ou son propre calendrier de communication. Donc en fait, il faut éduquer les collaborateurs à la communication. Mais oui, ce sont des ambassadeurs. On parle d'employee advocacy. C'est un vrai sujet sur lequel l'entreprise doit travailler pour accompagner ses collaborateurs. Pas ni leur interdire, ni leur demander d'y aller, mais leur expliquer et les accompagner. Pour revenir sur votre profession, vous dites dans le premier chapitre, les compétences pour devenir DIRCOM ne tombent pas du ciel. Pourtant, vous êtes autodidacte, non ? Eh bien oui, alors, c'est quoi la recette? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas appris, j'ai appris en faisant, on peut apprendre en faisant, toutes les compétences n'arrivent pas, alors certes, elles ne tombent pas du ciel, ça c'est clair, et puis après c'est en faisant qu'on apprend, ça fait 36 ans que je fais ce boulot, c'est vrai. Donc je peux prétendre commencer à avoir quelques compétences en la matière et m'exprimer sur ces compétences qui d'ailleurs ont évolué en 36 ans, parce qu'en 36 ans on était juste dans le bon rédactionnel, bon relationnel, aujourd'hui il y a beaucoup plus de technologie, il y a beaucoup plus de droits, il y a beaucoup, les métiers, l'écosystème des métiers de la com est beaucoup plus complexe que quand j'ai commencé. Il y a des compétences qui relèvent des soft skills aussi quand on est DIRCOM, et il faut effectivement, vous parliez du relationnel, c'est ça qui m'y fait penser, il y a des choses qui sont un peu intrinsèques à sa personnalité? J'en suis persuadé, et c'est probablement un des éléments qui porte un peu de confusion sur les compétences, parce que finalement, on a tendance à confondre les compétences et les qualités. Et en fait, les deux se mêlent, mais c'est vrai que l'intuition, la capacité d'écoute, l'empathie, l'observation, si on n'a pas ça à la base, ça va être très compliqué de faire certains ou la plupart des métiers de communication, peut-être moins ceux qui sont plus directement liés à la technologie, mais ouais, évidemment, ces soft skills, comme vous dites, elles sont généralement importante, et c'est un peu des prérequis. C'est parce qu'on a ces capacités, comme le sens politique. Le sens politique, c'est quand même une des qualités qui manque le plus. J'étais très étonnée que vous citiez ça comme première qualité. Pourquoi ? Mais parce que ça résume
justement tout ce que je viens de dire, toute l'attention, l'empathie, la capacité d'écoute, la capacité de réaliser qui est en face de moi, qu'attend la personne en face de moi, et donc du coup quelles émotions je vais arriver à susciter vis-à-vis d'elle, donc qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire pour arriver à obtenir les émotions que j'attends d'elle. Si je suis concentré sur moi et que je ne m'intéresse pas à la personne qui est en face, alors je ne peux pas faire mon métier. Donc le sens politique, c'est quelque chose de très important, au-delà de la capacité à savoir naviguer dans des relations formelles, informelles, que forme le monde de l'entreprise, que forme le monde à peu près de toutes les organisations. Mais pour le seul travail créatif et de contenu, si on n'a pas de sens politique, alors on est juste un dessinateur ou une illustratrice, mais on n'est pas un communicant. Avec la crise, la direction de la communication a peut-être davantage pris, vous le disiez tout à l'heure un petit peu, mais davantage pris un positionnement stratégique. C'est important pour vous que la direction de la communication soit impliquée dans la stratégie de l'entreprise ? Alors je pense que c'est important pour l'entreprise, avant que ça soit important pour moi. Et en fait, il y a eu pendant la grosse crise, si on parle de la pandémie, en fait, il y a eu deux façons d'aborder la communication. Il y a des entreprises qui se sont dit, il faut faire des économies et on supprime la direction de la communication. Chaque morceau sera tenu par une direction ici ou là. Peut-être l'image employeur, le recrutement par la direction des ressources humaines, la communication financière par les finances, le corporate par le juridique. Donc sans vision, sans coordination, avec du coup beaucoup de prestataires extérieurs qui du coup, ont probablement annulé l'effet d'économie. Et puis l'autre vision, ça a été de replacer ou de renforcer le rôle de la communication au cœur de la décision et de la stratégie d'entreprise, parce que on n'associe pas la communication à la dernière minute, donc on l'associe dès le départ. L'intelligence collective se fait aussi avec la communication qui participe à la construction de la stratégie pour ensuite la promouvoir ou la défendre. Vous consacrez aussi tout un chapitre aux influenceurs. Et je me dis, allez, ça y est, maintenant c'est fini. Il n'y a plus une seule stratégie de communication sans influenceurs. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est encore possible aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, le sujet revient. Alors d'abord, les influenceurs, ça n'a rien de nouveau. En fait, c'est l'étiquette qu'on a mis aujourd'hui sur des gens qui sont plus visibles par des technologies qu'on identifie davantage. Mais hier, c'était une égérie dans une pub. Mais c'était une égérie, mais c'était un journaliste, c'était un homme politique, c'était un intellectuel qui, parce qu'il parlait de votre marque, parce qu'il parlait de votre entreprise, parce qu'il soutenait votre philosophie ou vos pratiques ou votre manière de faire, finalement avait une influence sur l'opinion et du coup était un influenceur. Aujourd'hui, on le résume plutôt youtubeur, instagrammeur. Bon, ce sont des nouveaux influenceurs en réalité, mais les influenceurs ont toujours existé. En communication, il y a deux choses qui sont essentielles. Je le dis toujours, le contenu. On fait pas de la communication pour faire des livrables ou des outils. On fait de la communication parce qu'on a une histoire à raconter. Donc, quel est le contenu ? Qu'est-ce que j'ai à raconter ? Et en quoi c'est supposé intéresser quelqu'un ? C'est là où intervient le sens politique. La deuxième chose, c'est le pourquoi. En fait, pourquoi je le fais ? Quand, parfois, dans une entreprise, les communicants sont souvent confrontés à il faut me créer une newsletter ou il me faut une page Facebook. Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce que je raconte ? Donc, ce pourquoi est extrêmement important. Et pour revenir à la question sur l'influenceur, il n'est pas du tout obligatoire d'être intégré dans une stratégie de communication de l'entreprise, sauf si on a une bonne raison de le faire et donc si on sait pourquoi. Si le pourquoi c'est se faire plaisir, alors ça sert à rien, ou en tout cas ça sert uniquement à se faire plaisir, donc on dépense de l'argent pour rien. Maintenant, si on a une bonne raison d'utiliser un influenceur et le bon influenceur au bon endroit, alors ça peut avoir toute sa place dans une stratégie de communication. J'en ai utilisé, j'ai des grandes périodes où j'en utilise pas du tout, c'est absolument pas obligatoire. Quelle place vous accordez dans votre stratégie de communication aux réseaux sociaux ? Ils sont incontournables, donc c'est eux qui s'imposent, c'est eux qui prennent leur place plutôt que nous qui leur donnons la place. Après, il faut savoir les utiliser et les gérer. Je rêverais d'être dans une entreprise qui peut se dispenser d'être présente sur les réseaux sociaux et donc d'être je veux dire, harcelé, je le dis entre guillemets, mais ça ressemble quand même à ça, toute la journée pour de bonnes, mais souvent pour de mauvaises raisons. Mais c'est un outil, c'est une dimension qui aujourd'hui s'impose à la communication et aux entreprises. Donc il faut être présent. Mieux vaut être présent plutôt d'ailleurs que faire la chaise vide et se faire taper dessus ou qu'on parle de vous sans que vous le sachiez, sans que vous puissiez réagir. Après, il faut avoir la bonne maîtrise du sujet et il ne faut pas le prendre comme une obligation. Il n'y a pas d'obligation sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'essaie vraiment d'inculquer aux gens. C'est pas parce qu'on vous interpelle, c'est pas parce qu'on vous insulte que vous êtes obligé de le lire, que vous êtes obligé de réagir, que vous devez quelque chose. Personne n'est un service public qui doit quelque chose aux autres. C'est difficile de ne pas le lire quand même. Et à un moment, ça impacte quand même, non ? C'est difficile, mais c'est comme un réalisateur qui sort un film et qui n'a pas forcément envie de lire toutes les critiques assassines qui vont parce qu'il a une certitude sur la qualité de son film. Il veut rester dans une certaine ambiance intellectuelle. Donc il va avoir peut-être des échos, on va peut-être lui rapporter des choses.
je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il ne faut jamais se sentir obligé. Voilà, il y a aussi des gens moi je conseille, les gens qui vous harcèlent, vous les bloquez, vous arrêtez d'échanger avec eux. Il y a pas, on reste dans un fonctionnement de notre bonne éducation qui est d'être poli, qui est de dire bonjour quand une personne vous dit bonjour. Mais sur les réseaux sociaux, il y a quand même d'autres règles. Et donc il faut arriver à sortir de cette bonne éducation et de ces bonnes pratiques pour se mettre au diapason des pratiques qui sont utilisées. Donc je ne dis pas qu'il faut être mal poli et qu'il ne faut pas répondre aux gens, mais on n'est pas obligé d'accepter de se faire harceler, de recevoir des messages jour et nuit. Il y a des gens qui n'hésitent pas à contacter les entreprises à 22h, 23h, minuit, en gueulant une heure après parce qu'ils n'ont toujours pas de réponse. Non mais aucune entreprise n'a des larbins qui sont exploités toute la nuit pour répondre aux caprices des gens qui ont envie qui posent une question à 23h. Ça c'est légitime puisque c'est tout à fait possible de le faire, mais c'est pas légitime d'exiger une réponse dans la demi-heure ou dans l'heure. Et quand je dis ça, je pense par exemple à mes équipes. Et moi-même d'ailleurs, je fais attention de ne pas leur envoyer des messages en pleine nuit parce que je sais qu'ils sont relativement attentifs et qu'il y a quand même une veille. Et donc je ne veux pas moi-même contribuer et alimenter ces mauvaises pratiques. Vous êtes très présent effectivement sur les réseaux sociaux. À quel moment s'arrêtent les posts du DIRCOM de Foncia et à quel moment commencent ceux de Frédéric Fougera qui est presque devenu une marque, pas lui tout seul? Alors, en fait, je ne suis pas présent de la même façon sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, je m'y exprime essentiellement en tant que Foncia et je promeus la marque et je participe à la visibilité de la marque, à la promotion des collaborateurs. Sur Twitter, j'ai fait le choix dès le début, en fait, de ne parler que de mon métier et que de la communication. Donc sur Twitter, c'est plutôt le professionnel de la communication qui parle de son métier et qui échange avec ses pairs et qui échange avec les plus jeunes. Il peut m'arriver de parler de Foncia, mais c'est pas du tout le support sur lequel je n'utilise pas ce support comme un support de communication pour la marque. Effectivement, la notoriété qui est devenue la mienne sur les réseaux sociaux participe à la réputation de la marque, mais c'est pas l'intention. Et c'est l'intention tout inverse sur LinkedIn qui, elle, vraiment permet de promouvoir la marque et aussi d'être utilisée comme un outil de communication interne, puisqu'il y a plus d'un tiers des collaborateurs qui me suivent sur LinkedIn. Donc finalement, si j'ai un message à faire passer, parfois ça passe plus vite en le postant sur LinkedIn. C'est plus rapidement diffusé au sein de l'entreprise plutôt que par l'intranet ou un mail qui sera lu plus tard dans la journée. Merci beaucoup Frédéric Fougera, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Je rappelle votre livre « La com est un métier », c'est aux éditions Bréal. Et puis on vous retrouve tous les mois pour le Rex du mois dans Smart Job aux côtés d'Arnaud Ardouin. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Dès lundi, non. Lundi, c'est férié. Donc dès mardi, vous retrouverez Stéphane Soumier. Très bon week-end sur Bismart.